Les films et séries nous racontent parfois vraiment n'importe quoi sur l'argent. Pas tous, heureusement, mais certains sont quand même doués pour nous proposer des représentations complètement improbables de ce qu'est la richesse. Du coup, je vous propose dans cette vidéo d'analyser 3 caractéristiques fréquemment associées à l'argent dans les fictions, afin de découvrir les énormes mensonges qui se cachent parfois derrière. Dans les films comme dans les séries, les personnages riches ont souvent les mauvais rôles. Par exemple, la mean girl est très souvent aussi une rich girl. Dans High School Musical, l'antagoniste principal de Gabriella Montez est Sharpay Evans, une adolescente pourri gâtée qui a tout ce qu'elle veut d'un simple claquement de doigts grâce à son père, qui possède le Lava Springs Country Club. Dans la série Gossip Girl, Blair Waldorf, fille d'un avocat réputé et d'une créatrice de mode de renom, se conduit très souvent comme une véritable peste, notamment par exemple lorsqu'elle va raconter devant une large foule que son ancienne meilleure amie était une accro aux drogues. Et du côté des hommes, ces derniers ne sont pas en reste, puisqu'on retrouve souvent le cliché du rich bad boy qui finit par séduire la gentille fille pauvre, notamment dans les romances Enemy to Lovers. C'est par exemple ce qu'on retrouve dans le K-drama Boys Over Flowers, adapté du manga Hana Yoridango, qui met en scène une bande d'adolescents ultra friqués, surnommés les F4, qui harcèlent leurs camarades pour régner sur leur lycée, jusqu'à ce qu'une fille ose enfin tenir tête à l'un d'entre eux. Plus récemment, on a aussi la série de films À Contresens, adaptée d'une fanfiction Wattpad, dans laquelle Noah emménage chez Nick suite au mariage de sa mère avec le père de celui-ci, qui accessoirement se trouve être millionnaire. Au départ, les deux protagonistes principaux se détestent, mais finissent néanmoins et évidemment par tomber sous le charme l'un de l'autre. On pourrait même préciser que dans bon nombre de films et de séries pour adolescents de type Enemy to Lovers, la fille pauvre rencontre systématiquement le bad boy riche parce qu'elle se retrouve pour une raison ou pour une autre par intégrer une école d'élite. C'est le cas du personnage principal féminin dans Boys Over Flowers cité précédemment, qui est accepté gratuitement dans une école prestigieuse après avoir sauvé un élève du suicide. Mais aussi dans la série Maxton Hall, où l'héroïne reçoit une bourse pour entrer dans un lycée d'élite et fait la rencontre de James Beaufort, un arrogant héritier millionnaire. On change les noms et on recommence avec par exemple la série turque Dui Beni, où 3 étudiants reçoivent une bourse pour étudier dans l'école la plus prestigieuse de la ville suite à un accident tragique, et évidemment, vous vous en doutez, on aura encore droit à une histoire d'amour entre la fille pauvre et le bad boy riche de l'école. Mais attention, même si c'est généralement là que c'est le moins subtil, il n'y a pas que dans les romances pour ados que les riches ont les mauvais rôles. Par exemple, dans la comédie d'horreur Le Menu, un groupe de clients fortunés débarque sur une île privée pour dîner dans un des restaurants les plus en vogue du moment, sauf que la soirée vire au cauchemar pour eux. En effet, il s'agit en fait d'un piège orchestré par le chef du restaurant qui veut tuer ses invités afin de les punir, et ce pour différentes raisons, certains parce qu'ils ont détourné des fonds, ou encore d'autres parce qu'ils ont en réalité aucun intérêt véritable pour sa cuisine. Bref, le chef veut leur faire payer à sa manière les privilèges qu'ils ont eus de par leur argent et leur position, et dont ils ont selon lui abusé. Mais évidemment, là on est face à une histoire plus complexe, puisque si le groupe d'invités n'est pas tout blanc, le chef non plus, étant donné qu'il veut les tuer. On peut aussi citer la série Squid Game, où des ultra riches, les VIP, financent les jeux dans lesquels les participants qui perdent meurent. Même chose d'ailleurs dans Hunger Games, où les jeux sont organisés par les ultra riches du Capitole. Mais du coup, pourquoi les riches ont si souvent les mauvais rôles dans les histoires ? Eh bien selon moi, c'est pas tant parce que les scénaristes ont une dent contre eux, mais plutôt parce que déjà c'est pratique d'avoir un méchant qui a du fric. En effet, dans Squid Game par exemple, il faut bien que quelqu'un finance les jeux pour justifier leur existence, sans quoi il y aurait pas d'histoire. Donc forcément, ça implique d'avoir des riches qui soient méchants, car avec l'argent vient aussi le pouvoir de tout faire. Ainsi, ça permet de donner aux personnages les moyens de leurs ambitions pour créer des séquences plus impressionnantes pour les spectateurs. Encore une fois, dans Squid Game, les décors incroyables se justifient totalement par le fait que les jeux sont financés par des ultra riches. Sans ça, on se retrouverait avec des jeux version low cost qui seraient visuellement très certainement beaucoup moins attrayants. Et outre les décors, dans les romances pour ados, avoir un bad boy riche comme rôle principal justifie par exemple de bien le saper et d'en gros le rendre visuellement encore plus séduisant, ce qui est plutôt pratique pour conquérir l'audience cible de ce genre d'histoire. Ceci étant dit, même si on a beaucoup de personnages qui, comme nous l'avons vu, sont à la fois riches et méchants, je tiens quand même à préciser qu'évidemment, tous les personnages riches ne sont pas méchants, et heureusement. Pour reprendre l'exemple d'High School Musical, le frère de Sharpay, Ryan, est quand même beaucoup plus sympa que sa sœur, surtout à partir du 2e volet, alors qu'ils ont les mêmes parents et donc le même niveau de richesse. Et aussi, tous les personnages méchants ne sont pas riches non plus. Par exemple, dans le film Parasite, les pauvres sont loin d'être des personnages gentils et inoffensifs, si bien qu'on a là un film beaucoup plus nuancé et beaucoup moins stéréotypé. Néanmoins, je pense qu'on peut pas nier que le cliché du personnage riche et méchant est très présent dans les films comme dans les séries, alors je pense qu'il est maintenant intéressant de se pencher sur la question suivante: est-ce que ce cliché est réaliste ? Eh bien en fait, il semblerait qu'il y ait effectivement une pointe de réalité derrière ce stéréotype. En effet, d'après une étude publiée par l'American Psychological Association, les personnes mal intentionnées auraient tendance à avoir moins de difficultés financières que les personnes gentilles. Et d'après les psychologues Decher Keltner
et Paul Piff, qui ont analysé l'influence de l'argent sur nos comportements, par exemple en se plaçant à une intersection et en comparant le prix des voitures qui coupaient la route aux piétons, il y aurait effectivement un lien entre l'augmentation de la classe sociale d'un individu et l'augmentation des incivilités. Bref, plus une personne aurait d'argent, plus elle serait donc susceptible de devenir entre guillemets méchante, ou plus elle serait méchante et plus elle serait susceptible d'avoir de l'argent, tournez-le dans le sens que vous voulez. Donc au final, le cliché du méchant riche ne serait pas totalement décorrélé de la réalité, même si bon évidemment ça veut pas dire non plus que tous les riches sont des personnes méchantes dans la réalité, attention. Disons simplement que si les riches souffrent souvent d'une mauvaise image dans les films et dans les séries, on peut donc techniquement assez facilement expliquer pourquoi. Mais maintenant je vous propose de nous pencher sur une deuxième caractéristique que l'on retrouve pas mal dans les représentations des riches à l'écran et de découvrir si encore une fois on peut l'excuser ou non. Dans un article datant de 2011 sur Think Progress, on pouvait lire ceci. Ce n'est pas comme si je m'attendais à ce que Mon oncle Charlie soit un documentaire, mais il y a quelque chose de profondément étrange dans la manière dont CBS présente le personnage d'Ashton Kutcher. Ce personnage, nommé Walden Schmidt, est apparemment un milliardaire d'internet au cœur brisé, qui pour une raison inconnue, que ce soit de moi ou des dieux de la plausibilité, emménage dans une maison de Malibu avec un chiropracteur divorcé et son fils, avec lesquels il n'a aucun lien de parenté. Ce qui est agaçant avec l'idée d'un personnage extrêmement riche qui emménage avec des amis ou des proches, ce n'est pas que ce soit incroyablement absurde, c'est que ça l'est d'une manière qui le fait ressembler à un personnage aux revenus faibles ou modérés. Être milliardaire a sans doute ses inconvénients, mais devoir retourner vivre chez ses parents ou en colocation n'en fait certainement pas partie. Alors personnellement, j'ai pas vu Mon oncle Charlie, mais cet article m'a amené à me questionner sur ces personnages ultra riches qui auraient tendance à se comporter comme des pauvres, ou tout du moins comme des personnes aux revenus bien plus modestes. Et j'avoue qu'au début, en fait, j'ai séché, si bien que j'ai commencé à émettre l'hypothèse que Walden Schmidt était peut-être juste un cas isolé. Néanmoins, pour m'en assurer, j'ai décidé de faire appel à votre aide, et d'ailleurs j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de me répondre, et grâce à vous, et après aussi un petit temps de réflexion, je me suis finalement aperçu que j'avais tort. Il y a en fait plein d'autres personnages riches qui se comportent comme des pauvres, ou en tout cas qui vivent largement en dessous de leurs moyens. Par exemple, on peut citer le personnage de Forrest Gump dans le film du même nom, qui raconte sa vie incroyable sur un banc en attendant le bus. Il s'exprime d'une manière qui laisse penser qu'il est impossible pour une personne comme lui d'avoir autant réussi dans la vie, et un homme en particulier semble ne pas le croire, et lâche en se foutant de lui. Bon sang, j'en ai connu des baratineurs dans ma vie, mais alors là, c'est le comble. Nous étions assis à côté d'un milliardaire. Autre exemple, dans la saga Harry Potter, si le personnage principal du même nom dort dans un placard miteux sous un escalier dans le premier volet, il est en fait l'héritier d'une énorme fortune estimée à plus de 245 millions d'euros selon un youtubeur. Dans la série Outer Banks, on peut citer notamment le personnage de Kiara, qui traîne avec les pauvres, les pogs, alors qu'elle vient d'une famille riche et devrait donc être avec les cooks. Mais la jeune femme n'apprécie guère l'attitude de ces derniers, qui correspond d'ailleurs parfaitement au cliché qu'on a vu dans la première partie de cette vidéo, à savoir que les riches sont souvent présentés comme étant les méchants de l'histoire. Par exemple, dans la saison 1, le personnage de JJ, un pog, s'indigne de voir les riches faire la fête, alors que la moitié de l'île est ravagée. Et je finirai sur ce point avec le personnage de Cali Torres dans Grey's Anatomy, qui cachait à tout le monde que ses parents étaient friqués au début de la série, y compris à son mari George, par peur que ça affecte ses relations. Bref, finalement, en creusant un peu, je pense qu'on peut effectivement trouver pas mal de personnages qui, pour une raison ou pour une autre, vivent largement en dessous de leurs moyens et se comportent comme des personnes aux revenus plus modestes. Maintenant, encore une fois, je me suis demandé si ce genre de représentation correspond vraiment à la réalité ou si elles sont juste pratiques pour des raisons narratives. Et bien en fait, encore une fois, il semblerait qu'il y ait là un fond de vérité derrière tout ça. Parce que si certes, on peut trouver des exemples de personnes qui ont gagné un gros pactole et qui ont tout dépensé et ont donc tout perdu assez rapidement, je pense par exemple à la chanteuse Magali Vae qui a remporté 1 million d'euros en gagnant la saison 5 de la Star Academy et qui a déclaré avoir tout dilapidé, notamment à force de vouloir faire des cadeaux à ses amis de l'époque. On peut aussi trouver au contraire des exemples de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent mais qui ont conservé un train de vie relativement simple, comme l'entrepreneur Anthony Bourbon qui déclarait en 2022 vivre dans un 40 mètres carrés et être minimaliste. Rien que sur le plan vestimentaire, on peut voir qu'il se démarque souvent du cliché du riche homme d'affaires toujours en costard-cravate pour adopter un style beaucoup plus décontracté qui se rapproche de ce que monsieur et madame tout le monde pourraient porter dans la vie de tous les jours. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il est tout à fait possible de trouver des personnes qui gagnent des montants astronomiques mais qui vivent largement en dessous de leurs moyens par choix. Et si là j'ai pris l'exemple de l'entrepreneur qui reste minimaliste malgré son succès comme Anthony Bourbon, on pourrait aussi prendre l'exemple des gagnants au loto. Personnellement, j'ai
longtemps pensé que les gagnants à la loterie cramaient pour la plupart leur argent très rapidement en faisant n'importe quoi, mais si j'en crois Forbes, ma croyance serait due en fait à de fausses statistiques massivement répandues par les médias et démenties depuis. Et en fait, toujours d'après Forbes, les chercheurs qui se sont penchés sur le sujet ont tendance à penser que les gagnants du loto dépensent en général leurs gains lentement sur de nombreuses années et que si la plupart travaillent souvent moins, ils ne quittent néanmoins pas toujours leur travail. Ce qui fait d'ailleurs écho avec le discours d'Isabelle, responsable accompagnement et expérience gagnant pour la Française des Jeux, dans Légende. Est-ce que ça vous est arrivé, des gens qui dépensent tout n'importe comment? Moi, c'est pas du tout mon expérience, c'est pas ce que je vois. Les gagnants n'ont pas du tout envie de tout cramer, de tout perdre. Ils ont envie aussi de transmettre à leurs enfants et d'en profiter le plus longtemps possible. Bref, quand on voit le père de famille perdre les 100 millions d'euros qu'ils avaient gagnés à la loterie en faisant n'importe quoi dans le premier volet des Tuches, ou du moins penser qu'il les perd, ce genre de comportement serait finalement loin de représenter fidèlement les agissements de la plupart des vrais gagnants du loto. En revanche, on peut pas dire non plus que ce soit totalement décorrélé de la réalité, en ce sens qu'il y a effectivement quand même des gagnants au loto qui crament tout en faisant n'importe quoi. Mais a priori, on peut donc supposer que ce sont plutôt des cas isolés, même s'ils font beaucoup de bruit dans les médias. Bref, tout ça pour dire que si dans la réalité, on peut trouver des riches qui vivent selon leurs moyens, l'inverse est aussi vrai, puisque comme nous l'avons vu, on peut trouver des riches qui vivent en dessous, voire même largement en dessous de leurs moyens. Donc finalement, avoir des riches qui se comportent comme des pauvres au cinéma ou à la télévision est assez plausible à mon sens. Mais du coup, à ce stade de la vidéo, vous êtes peut-être en train de vous dire que finalement, les représentations de la richesse dans les films et séries ne sont en fait pas si problématiques que ça. Et là, s'il nous reste un troisième point à voir, qui, laissez-moi vous le dire tout de suite, nous offre cette fois-ci une vision clairement erronée et mensongère de la richesse sur nos écrans. Il y a pas longtemps, en regardant la série Yargi, j'ai eu envie de lever les yeux au ciel en voyant que le personnage principal féminin, Jaylin, s'offre une jolie petite voiture alors que quelques épisodes plus tôt, elle avait même pas de quoi payer les factures de chauffage de son bureau. Déjà, je trouve que ça manque clairement de cohérence et ensuite ça montre bien là un problème que l'on retrouve souvent dans les films et dans les séries, qui est que les personnages se payent facilement des choses qui sont bien au-dessus de leurs moyens. Dans l'exemple de Jaylin, elle est avocate, donc en théorie, si elle a suffisamment d'affaires, elle devrait relativement bien gagner sa vie et pouvoir se payer une voiture, sauf qu'à ce moment de l'histoire, elle a pas l'air d'avoir beaucoup de clients, d'où sa difficulté à payer ses factures, qui est très clairement évoquée. Or, je pense que c'est quand même beaucoup plus urgent pour elle de payer son chauffage que d'avoir une voiture, d'autant qu'elle arrivait à se débrouiller sans jusque-là. Autre exemple cette fois-ci, avec la série Friends. Rachel et Monica vivent dans un grand appartement à West Village, un quartier de New York, pour à peine $200 par mois, alors que d'après certaines estimations que j'ai pu trouver, un tel appartement coûtait à l'époque aux alentours des $2500 par mois et coûterait aujourd'hui dans les $5000. Alors pour justifier le prix très modeste payé dans la série, on apprend que Monica a en fait hérité de l'appartement par sa grand-mère et qu'il est soumis à un loyer contrôlé. Bon, je vous passe les détails, mais en gros ça permet effectivement de justifier qu'en soi, le prix du loyer soit en dessous du prix du marché. Sauf qu'en face, on a aussi l'appartement de Chandler et Joey qui semble assez similaire et dont on peut donc supposer à la louche qu'il coûte à peu près autant que l'appartement des filles. Or les garçons n'ont pas l'air de bénéficier du même avantage que Monica, en tout cas j'ai pas trouvé d'infos à ce sujet, et si Chandler a quand même un job dans un bureau, Joey lui est souvent sans emploi, donc il paraît assez improbable qu'il puisse se payer un tel appartement. Mais allons encore plus loin maintenant avec l'exemple de la série Sex and the City. D'après un article de The Financial Diet, voici ce que coûterait le mode de vie du personnage de Carrie Bradshaw en 2016. Déjà, son appartement est situé dans l'Upper East Side à New York, et s'il est dit dans la série qu'il ne coûte que $750 par mois, encore une fois parce qu'il est soumis à un loyer contrôlé, un appartement avec une chambre dans l'Upper East Side est en fait normalement aux alentours des $3000 par mois. Mais bon, admettons donc, comme pour celui de Monica, qu'elle puisse bénéficier d'un prix avantageux sur celui-ci. Carrie doit néanmoins également payer l'électricité, estimée à $150 par mois, et si au début de la série, soit en 1998, elle n'avait pas internet, elle l'avait cependant à la fin de la série. Or une connexion lui coûterait aux alentours de $200 par mois, d'après les tarifs en vigueur au moment de la rédaction de l'article de The Financial Diet. On peut rajouter à ça sa consommation de cigarettes, estimée à $364 par mois, mais aussi son utilisation fréquente de taxis pour se déplacer, qui lui coûterait aux alentours des $840 par mois, sa consommation régulière de cocktails estimée à $360 par mois, et bien sûr tous ses brunchs estimés quant à eux à $240 par mois. Enfin, il faut ajouter à tout ça ses dépenses en vêtements et en chaussures. Dans la série, Carrie admet à un moment donné qu'elle a dépensé $40 000 en chaussures, donc autant dire que s'il est difficile d'estimer précisément ses dépenses en la matière, on peut raisonnablement supposer qu'elles sont considérables. The Financial Diet estime à $1800 par mois ses dépenses en chaussures, donc on va encore une fois partir là-dessus et on va être sympa et considérer que ça englobe également ses dépenses de fringues. Résultat, on arrive à un total de $4704 de dépenses par mois. Maintenant, intéressons-nous à ses revenus. Carrie est écrivaine pour un journal, ce qui lui permettrait de gagner d'après
d'après The Financial Diet aux alentours des 3200 $ par mois. Bref, pas besoin d'être un surdoué en maths pour conclure que Carrie vit globalement nettement au-dessus de ses moyens. Donc dans la réalité, si vous vouliez vivre avec le même train de vie que Carrie pour des revenus similaires, vous finiriez très certainement par vous endetter. Bon, ceci dit, comme je vous l'ai dit, The Financial Diet a estimé tous ces montants par rapport au prix du marché en 2016 et non en 1998, époque à laquelle la série a commencé à être diffusée. Donc je vous propose de prendre maintenant une série plus récente pour exemple, histoire d'avoir des prix plus proches de ceux du marché actuel. Terminons donc avec la série Emily in Paris. D'après des experts financiers de New Casino, rien que la garde-robe d'Emily qui ne se compose que de grandes marques lui coûterait 72 000 € par an. À ça s'ajoute son loyer, estimé à quand même 2600 € par mois, son appartement se situant près du quartier Panthéon dans le 5e arrondissement de Paris, 186 € de charges, mais aussi 3 000 € par an de restaurant, 200 € de croissants et de café et 1200 € de cocktails. Aussi comme Carrie Bradshaw, Emily préfère les taxis au métro, donc on peut rajouter 2700 € de frais de taxi chaque année. Bref, par an, on arrive à plus de 110 000 € de dépenses, sauf qu'encore une fois, c'est un montant nettement supérieur à ses revenus, estimé quant à eux à 44 000 € par an pour son job de social media manager dans une agence de marketing spécialisée dans le luxe. Alors je suis navrée de vous le dire, mais si vous rêviez d'une vie à la Emily in Paris ou à la Carrie Bradshaw, j'ai bien peur qu'il vous faille travailler un peu plus qu'elle, à moins que vous n'ayez la chance de gagner au loto ou d'hériter de l'immense fortune d'une grande tante. En somme, si la vision de la richesse véhiculée par les films et séries s'appuie souvent sur un fond de vérité, on peut voir qu'on a parfois des représentations quand même totalement erronées de celle-ci, qui si elles permettent d'en mettre plein la vue au spectateur et de le faire rêver, peuvent aussi venir créer chez lui des attentes irréalistes et impossibles à assouvir dans la vraie vie. Bref, je terminerai cependant en précisant que c'est pas non plus pour autant que ces films et séries sont nuls et sont à jeter, mais simplement je pense que c'est bien de garder en tête que ce ne sont que des fictions, même lorsqu'elles donnent parfois l'impression d'être très proches de la réalité.